Avant de parler de ce qu'il y a marqué sur le titre de la vidéo, faisons un petit débriefing de l'histoire de Venise. L'histoire de Venise débute durant l'Empire romain. À cette époque, l'Empire romain est coupé en deux. L'Empire romain d'Occident, en rouge, et l'Empire romain d'Orient, en vert. À cette époque, les barbares déferlent sur l'Empire. Lorsqu'ils arrivent près de Venise, les familles n'ont d'autre choix que de se réfugier dans la lagune, sur des îles. Lorsque l'Empire romain d'Occident s'effondre, l'Empire romain d'Orient récupère une partie de l'Italie, notamment Venise. Mais la petite ville va grandir très vite, si bien que l'Empire romain d'Orient, maintenant appelé Empire byzantin, va demander que Venise lui prête des bateaux. En cadeau, l'Empire byzantin va lui offrir des comptoirs et des privilèges commerciaux, très importants pour Venise. Lorsque les croisés, qui ont besoin de bateaux pour partir en Terre Sainte, demandent à Venise de leur louer, Venise va les détourner pour aller à Constantinople. Une fois là-bas, elle va assiéger la ville. Puis, elle va se récupérer des territoires en Italie et va se former de nombreux comptoirs commerciaux un peu partout en Méditerranée. Suite à cela, Venise devient très rapidement le monopole du commerce. Beaucoup de marchands se lancent dans le commerce. Mais même pour cela, des banques seront créées afin d'aider les jeunes marchands, qui n'ont pas beaucoup d'argent, à commencer leurs affaires et à s'acheter des bateaux ou des comptoirs. Un exemple de ces jeunes marchands est Andrea Barbaringo. Il va commencer avec 200 ducats, ce qui représente à peu près 3000 euros. Il est le fils d'un noble qui avait été totalement ruiné. Il va commencer par s'acheter un bateau, et petit à petit, par prise de risque et prise de risque, il va se former plusieurs comptoirs commerciaux, d'abord en Afrique, puis à Constantinople, en Grèce, à Bruges, à Londres, en Espagne. Il va même se former un palais très apprécié de la Renaissance à Venise, le palais Barbaringo. En 1449, lorsqu'il meurt, il laisse plus de 15 000 ducats à ses enfants, ce qui représente à peu près 248 000 euros. C'est énorme pour l'époque. Sa lignée va rester très importante, vu qu'il y aura, parmi ses descendants, 2 doges, les ducs de Venise, un pape, 2 cardinaux, et le premier homme à avoir équipé son bateau de canon pour se défendre. Très apprécié par les Phéniciens. La vraie question que l'on pourrait se poser est: comment cela peut-il aussi bien marcher? En fait, c'est 5 principales causes. Premièrement, l'État aide, comme par exemple à Venise en créant l'arsenal, un grand arsenal qui permettait de créer de meilleurs bateaux que les autres pays, les galères phéniciennes. À la tête de Venise, mais aussi de toutes les cités-États avoisinantes qui marchent aussi bien, comme Gênes, il y a toujours un riche commerçant qui a été élu, le doge. Comme vous pouvez le voir avec Andrea Barbaringo, qui aura dans sa descendance 2 doges, mais aussi les Médicis, qui étaient des banquiers, et qui avaient donc tout intérêt à ce que les affaires marchent bien. Un autre point qui fait que cela marche bien est l'offre et la demande. En effet, les marchands savaient s'adapter à l'offre et la demande. Par exemple, si en Libye, il y a une pierre très précieuse, beaucoup de marchands vont y aller pour la rapporter à Venise et donc faire beaucoup de profit. Mais ça veut dire que les pierres précieuses ou semi-précieuses d'autres pays vont être délaissées et du coup vont gagner en valeur vu qu'elles ne seront plus apportées à Venise. Et du coup, des marchands pourront donc y aller et faire profit, aussi cher que les pierres précieuses. Et c'est ceci qui va donc s'adapter au marché pour former le concept d'offre et la demande. Autre chose est l'aspect de compétition. En effet, les marchands étaient très compétitifs entre eux. Essayaient tous d'avoir la meilleure cargaison, le meilleur bateau, mieux équipé, avec le plus d'argent, etc. Et les banquiers, du moins les familles de banquiers ou de marchands, se compétitaient entre eux pour devenir à la tête de Venise, comme vous pouvez le voir encore une fois avec les Médicis, et avec d'autres familles marchandes ou de banquiers. Mais la cité-État
était aussi en compétition avec les États extérieurs, comme par exemple Gênes, qui avait aussi un petit empire colonial en Méditerranée. Un autre aspect est l'ambition. L'ambition des marchands, comme on a pu le voir avec l'exemple de tout à l'heure, Andrea Barbaringo, que même avec pas beaucoup d'argent, les marchands qui avaient de l'ambition et qui aimaient prendre des risques pouvaient y arriver. D'ailleurs, le dernier point étant la prise de risque. En effet, si un marchand qui prend des risques réussit, Venise a tout à y gagner. En effet, elle gagne des comptoirs commerciaux et de la réputation. Tandis que si un de ces marchands fait une prise de risque qui rate, eh bien Venise a aussi tout à y gagner, car ce sont les autres marchands vénitiens qui vont en tirer profit. C'est comme cela que ça marche. Et si vous regardez bien, toutes ces capacités sont retrouvées dans le capitalisme, que ce soit américain, mais ailleurs aussi. Nous pouvons donc dire que Venise est le berceau du capitalisme. Ce début de capitalisme aura quand même permis à Venise de s'accumuler un véritable empire. En effet, non seulement elle contrôle une grande partie de l'Italie, toutes les côtes de la mer Adriatique, les îles grecques, la Sicile, Chypre, une partie aussi de l'Europe, mais elle va se fonder des comptoirs commerciaux qui vont de Londres à l'Asie, en passant par la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, l'Afrique, la mer Noire, et ainsi de suite. Venise sera donc le premier État colonialisme du monde. Mais Venise a une autre qualité. En effet, elle ne prendra quasiment jamais part au conflit, à part quand elle a un intérêt très fort à y gagner. Ceci va donc encourager les autres pays à la laisser en paix, et donc à ne pas lui faire perdre de territoire.